Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette, un format exclusivement dédié à la gestion privée et gestion de fortune. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une thématique très actuelle dans l'univers du private equity, le co-investissement, et en particulier en période d'incertitude. Dans un contexte de marché plus volatile, cette stratégie séduit de plus en plus d'investisseurs en quête de sélectivité, de rapidité de déploiement et d'accès privilégié à des opportunités aux côtés des fonds actifs. Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, quels en sont les avantages et les points de vigilance, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Lame-Deutré, responsable de l'offre non cotée chez Cyrus Erez. Bonjour Sophie, ravie de t'avoir avec nous. Bonjour Lola, merci pour l'invitation. Alors Sophie, on parle de co-investissement en private equity. Peux-tu nous dire ce que cela signifie ? Oui, bien sûr. Un fonds de private equity a repéré une belle société qu'il a envie d'accompagner, souvent majoritaire. Il va organiser son montage LBO, leverage buyout. Il apporte de la dette bancaire, il prend une participation et il manque quelques millions pour boucler le montage. Il propose à ses investisseurs qu'il connaît de longue date, qu'il apprécie et qu'il affectionne, d'investir directement dans cette transaction sans frais de gestion ni de carried interest et dans les mêmes conditions. Cela veut-il dire qu'il faut avoir un accès privilégié pour un co-investir ? Alors oui, quand je dis qu'il affectionne, ce n'est pas exagéré Lola, le fonds actif cherche des investisseurs fiables qui ont les ressources internes pour réagir rapidement sur une proposition de co-investissement. Ça lui permet de boucler ses deals. En contrepartie, il fait profiter les co-investisseurs de cette opportunité d'investissement. Et l'institutionnel privilégié profite du travail réalisé par ce fonds actif pour monter à bord de l'opération. Et les family office y ont aussi recours, puisque plus de 44% des family office co-investissent. D'accord, et nos clients peuvent-ils aussi monter à bord ? Oui Lola, mais pour nos clients, nous avons recours à un gérant de co-investissement qui fait ses diligences indépendamment, en plus de ceux du fonds actif. Nos clients montent à bord à travers un fonds de co-investissement pour répartir le risque sur plusieurs sociétés. Lola, ces fonds de co-investissement ont tissé des relations de confiance avec les fonds actifs et ils reçoivent des opportunités d'investissement régulièrement. Ils en reçoivent même plus, parce qu'en fait, la dette V étant plus chère, les montages de LBO requièrent plus de fonds propres. En parallèle, les institutionnels qui ont atteint leur quota de private equity déclinent ces propositions. Si les institutionnels y vont moins, pourquoi nos clients devraient-ils y aller ? Quel est l'intérêt pour nos clients de faire du co-investissement ? Tu as compris qu'on investit à côté des fonds actifs et qu'on profite de la même performance que le fonds va générer lorsqu'il va céder sa participation. Le fonds actif a déjà examiné l'entreprise cible, il a négocié les conditions de la transaction et il est en train de conclure l'investissement, mais il a besoin d'un chèque plus important. En tant que co-investisseur, on comble le déficit de financement et en contrepartie, on a quoi ? On accède à des volumes d'opportunités, ce qu'on appelle communément le deal flow, tout en étant extrêmement sélectif. Et deuxièmement, on accélère le déploiement sans toutefois sacrifier la qualité des actifs. Parce que les fonds vous font monter à bord sans que vous ayez fait le travail de recherche en amont. Tu vois Lola qu'on gagne un temps considérable dès la phase de déploiement, ce qui fait qu'on reçoit des distributions plus vite. Alors aujourd'hui, plus que jamais, Lola, les investisseurs se concentrent sur les distributions. DPI is king, comme le disent les anglo-saxons. Le TRI, taux de rendement interne, c'est bien pour évaluer la rentabilité d'un investissement sur le long terme, mais le DPI, ou bien la distribution paid in, est souvent préféré parce que lui, il donne des retours réels. Et avec l'environnement actuel, avec beaucoup d'incertitudes justement, est-ce une stratégie adaptée ? Tu as raison Lola, dans un environnement d'incertitude, il faut redoubler de prudence. Co-investir permet d'être tactique. On choisit les expertises, les marchés géographiques, les segments qui vont tirer parti de ce changement. Le fonds de co-investissement double les premières diligences par les siennes, à partir de ses convictions. Le co-investissement permet ainsi une diversification plus harmonieuse, je dirais. Et puis, les incertitudes peuvent aussi paralyser les deals, réduire le deal flow.
Co-investir, ça permet de tirer parti des deal flows de chaque gérant spécialisé et de continuer à avoir un choix dans la sélection. Historiquement, on a vu qu'un niveau d'incertitude plus élevé, alors je pense à la période Covid, la période inflationniste, au resserrement monétaire, ça pousse les fonds de LBO à se concentrer sur des secteurs moins exposés et de nature plus résiliente. Je pense par exemple au courtage d'assurance ou aux services B2B récurrents comme la comptabilité. Cette situation pourrait ouvrir des fenêtres d'opportunité pour certains fonds LBO agiles. Je dirais qu'historiquement, ces périodes d'incertitude ont généré plutôt des opportunités. D'accord, et quels sont les points d'attention quand tu sélectionnes les fonds de co-investissement? Alors, je voudrais mettre en avant 4 points qui sont essentiels à mon sens. 1. Le risque de sélection adverse. C'est le risque que le gérant actif propose des offres moins intéressantes aux co-investisseurs et qu'il préfère se réserver les meilleures opportunités. Il est donc primordial de travailler avec des fonds qui s'engagent à fournir des documents de due diligence complète. Comment est-ce qu'on atténue ce risque? En travaillant avec des fonds réputés et motivés pour proposer des transactions de qualité aux co-investisseurs afin de favoriser les relations à long terme. 2. L'alignement d'intérêts. On aime bien les équipes de co-investissement qui investissent une partie de leur patrimoine personnel dans leurs propres fonds. Ça les pousse à aller chercher de la performance. 3. Je dirais la structuration. On a vu que le co-investissement nous fait gagner du temps sur le déploiement et donc accélère le retour du cash. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique et donc on va préférer un fonds structuré sur un horizon d'investissement plus court. Et dans le marché, il y a des fonds avec des horizons d'investissement de 6 ans au lieu de 10 ans classiques. Et enfin, le rythme de la collecte, pour moi c'est très important, il doit être en phase avec le deal flow de l'équipe d'investissement. Si on a trop de collecte et pas assez de deal flow, eh bien on est tenté de remplir à tout va. Or, nous, ce qu'on veut, c'est maintenir une bonne sélectivité. Il faut donc maîtriser aussi la collecte. Merci beaucoup Sophie pour ton éclairage. Comme nous l'avons vu, le co-investissement permet d'accéder à des opportunités de qualité, de bénéficier du travail des fonds professionnels tout en gardant une certaine agilité. Autant d'atouts précieux dans un environnement incertain. Si cette stratégie vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre gérant privé pour en discuter plus en détail. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de notre podcast Dans l'oreillette sur notre chaîne Cyrus Erez. Et pour ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site cyrusrez.fr ou sur notre page LinkedIn. À bientôt!